Bienvenue sur le balado de la riposte socialiste, la voix marxiste des travailleurs et de la jeunesse au Québec et au Canada, et la meilleure source pour une analyse révolutionnaire de l'actualité, des perspectives pour le mouvement ouvrier et de théories marxistes. Pour encore plus de contenu sur une base quotidienne, vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et YouTube. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site internet marxiste.qc.ca et abonnez-vous à notre journal. Au cours des dernières années, les enjeux des personnes LGBTQ ont gagné une grande attention du public grâce au travail acharné de militants, militantes et d'organisations communautaires. Il est aujourd'hui plus facile, par exemple, pour une personne homosexuelle de vivre son homosexualité qu'il y a un siècle. Au Canada, le dernier emprisonnement pour homosexualité remonte à 1965. Le mécanicien Everett George Clippert est accusé de grossière indécence et déclaré délinquant sexuel dangereux. Il est condamné à la détention illimitée, parce que considéré comme dangereux, et est donc condamné à une peine d'emprisonnement à vie. Suite à une levée de bouclier contre cette injustice sans nom, Pierre Elliott Trudeau, qui est alors ministre de la Justice du Canada, présente un projet de loi visant à dépénaliser l'homosexualité. Trudeau va adopter cette loi en 1969, une fois devenu premier ministre. La peine de Clippert sera donc réduite et il sortira de prison en 1971. Ces événements au Canada ne peuvent pas être séparés de ce qui se passe ailleurs à la même époque. C'est en 1969 que surviennent, par exemple, les émeutes de Stonewall à New York, le mot des radicales et un slogan de l'époque, « Hors du placard, dans la rue, donne le ton aux revendications ». Et c'est l'année suivante, en 1970, que commence la tradition des marches de la fierté, en mémoire de Stonewall et comme rassemblement pour les luttes en cours. Des décennies de lutte au Canada ont abouti à de grandes victoires. Par exemple, j'en ai parlé, la dépénalisation de l'homosexualité depuis 1969, même si en réalité, l'État continue d'envoyer la police intervenir contre des actes commis en public et impliquant des personnes de moins de 21 ans. On a aussi la loi protégeant à la discrimination basée sur l'orientation sexuelle depuis 1977 au Québec et 1995 au Canada. Il y a la légalisation de l'adoption pour les parents homosexuels depuis 1996. On a la légalisation du mariage homosexuel partout au pays depuis 2005. Et depuis quelques années, les thérapies de conversion sont illégales dans plusieurs provinces canadiennes, dont le Québec et l'Ontario. Et finalement, depuis 2013 au Québec, toute personne dont l'identité de genre ne correspond pas à la mention de sexe figurant sur son acte de naissance peut faire changer cette mention sans avoir recours à la chirurgie ou autre traitement médical. Donc, si on a connu des avancées, en fait, les reculs sont toujours des possibilités. Puis on l'a vu à l'automne 2021 au Québec avec le projet de loi 2 du ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette. Le ministre voulait essentiellement ramener la loi abolie en 2013. Et cette loi aurait forcé en fait les personnes trans et non-binaires à subir des opérations chirurgicales pour changer la mention de sexe sur leurs documents officiels, comme l'acte de naissance. Et pour les personnes qui ne subissent pas de chirurgie, le projet de loi prévoyait la possibilité d'avoir une identité de genre différente du marqueur de sexe. On aurait donc forcé les personnes trans ou non-binaires à choisir entre subir des opérations dont elles n'ont pas nécessairement envie ou être exposées à de potentiels coming-out involontaires découlant de la distinction sur leur papier entre identité de genre et mention de sexe. Le cas échéant, on les aurait exposées à une couche supplémentaire de potentielle discrimination à l'emploi, au logement et ainsi de suite. Mais heureusement, on a assisté à une levée de bouclier qui a fait reculer le gouvernement. En Ontario, pour ne donner qu'un autre exemple, le gouvernement de Doug Ford a fait marche arrière sur la question de l'éducation sexuelle dans les écoles en ramenant en 2018 le vieux cursus de 1998 qui ne contient aucune référence aux relations homosexuelles ou à l'identité des personnes trans. Outre les reculs possibles dans la loi, il faut voir la réalité générale de l'oppression des personnes LGBTQ. Les personnes trans, en particulier, sont parmi les plus vulnérables de la société. C'est pourquoi je vais m'attarder à leur cas. Des études menées par TransPulse en Ontario ont montré que 20% des personnes trans en Ontario vivent des agressions physiques ou sexuelles parce qu'elles sont trans. 34% sont sujettes à des menaces verbales ou du harcèlement.
et 67% ont peur de mourir jeunes. Parmi les personnes trans ontariennes, 13% ont été renvoyées parce qu'elles sont trans et 18% se sont vus refuser un emploi pour cette raison. 50% des personnes trans en Ontario vivent avec moins de 15 000 $ par année et les personnes trans ont un taux de chômage de 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Donc, la discrimination, le harcèlement et la violence omniprésents contribuent à augmenter de manière disproportionnée les troubles mentaux, la consommation de drogue et le suicide parmi la population trans. Et ça, c'est particulièrement vrai chez les plus jeunes. Donc, si ces statistiques sont extrêmement préoccupantes, en fait, ce qui préoccupe le plus les réactionnaires dans ce cas-là, c'est l'existence même des personnes LGBTQ. Selon les idéologues conservateurs et même selon certains soi-disant socialistes, les personnes LGBTQ et leurs pensées seraient en train de précipiter la société dans la déchéance. C'est le cas bien connu de Jordan Peterson, le professeur de psychologie à l'Université de Toronto, qui depuis 2016 est devenu une figure publique parce qu'il refuse d'utiliser les prénoms demandés par les étudiants et étudiantes sous prétexte que cela limiterait sa liberté d'expression. Peterson est devenu populaire au sein de la droite alternative, la alt-right, qui comprend des éléments ouvertement fascistes. Puis évidemment, ce que veut faire la droite alternative, c'est étouffer la voix des minorités sexuelles et racisées et la voix de la gauche en général. Dans un cas un peu plus léger, Mathieu Bock-Côté rapportait quant à lui en 2017 que le métro de Londres remplacerait le traditionnel Ladies and Gentlemen par Hello Everyone. Donc, selon lui, la rectitude politique est en train de triompher à Londres. Toujours en 2017, Mathieu Bock-Côté citait le cas d'une famille qui élève leurs enfants dans l'indifférenciation de genre, sans lui imposer un genre au préalable. Et d'après lui, c'est très inquiétant. La théorie du genre représenterait le fantasme effrayant de la table rase. On peut aussi penser à la campagne des chroniqueurs réactionnaires contre Gabrielle Bouchard, une femme trans élue présidente de la Fédération des femmes du Québec en 2017. Lise Ravary, une autre chroniqueuse du Journal de Montréal, se demandait rhétoriquement ce que pouvait comprendre Gabrielle Bouchard de la réalité des femmes et des jeunes filles, elle qui était née dans un corps d'homme et élevée comme un garçon jusqu'à l'âge adulte. Donc, en général, ces chroniqueurs présentent les militants demandant une plus grande reconnaissance, plus de tolérance et en fait le droit d'exister sans subir des violences. Ils présentent ces gens-là comme les vrais intolérants, puisqu'ils ne respectent pas le statu quo et une soi-disant volonté générale de la population. Il y a derrière cette idée-là la volonté plus ou moins explicite de présenter les personnes LGBTQ comme ne faisant pas partie de la société, du commun des mortels et du gros bon sens. C'est ce que fait en particulier Richard Martineau depuis une couple d'années, lorsqu'il critique le fait que la gauche ne se soucierait plus des intérêts des petits travailleurs, mais seulement de quelques minorités. Donc, on peut penser aux musulmans et aux personnes LGBT. Et il fait comme si ces minorités ne faisaient pas partie de la société et que la majorité d'entre eux n'étaient pas aussi des travailleurs. De leur côté, les soi-disant socialistes Denis Colin et Dany Robert Dufour présentent la montée de l'idéologie queer comme un pas vers le post-humanisme ou vers le transhumanisme. Donc, d'après Denis Colin, je vous le cite, « La banalisation du changement de sexe est ainsi le point d'entrée dans le post-humain. L'opération de changement de sexe est ainsi l'affirmation démente par laquelle le sujet devient le parent de lui-même. Il est bien la cause de lui-même comme Dieu est la cause de lui-même. » Donc, selon Denis Colin, les personnes transgenres et leurs médecins se prendraient tout simplement pour Dieu. Pour Dany Robert Dufour, on ferait face avec la vogue des réassignations de sexe au fantasme de toute puissance caractéristique de la petite enfance. Donc, le déni de l'appartenance à un sexe, comme il l'appelle, reflèterait un fantasme devenu réalité. Ces deux auteurs vont encore plus loin et font un lien entre le capital qui n'a pas de limite et abat les limites écologiques, par exemple, pour se reproduire, et le soi-disant dépassement des limites de l'identité sexuelle que représenterait le mouvement transgenre. C'est évidemment un sophisme ridicule.
En fait, même le pape François est plus tolérant sur ces questions, lui qui représente une des institutions parmi les plus rétrogrades et réactionnaires sur la Terre. D'emblée, il faut noter que le pape François s'oppose à la théorie du genre puisqu'elle détruit les fondements de la famille et qu'il a une position pour le moins très ambiguë sur les thérapies de conversion. Mais tout de même, en septembre 2020, il disait à des parents ayant des enfants LGBTQ que Dieu les aime tels qu'ils sont et que l'Église aime leurs enfants tels qu'ils sont puisqu'ils sont des enfants de Dieu. En août 2020, il offrait son soutien à une sœur de l'Argentine qui venait d'ouvrir une résidence permanente dédiée aux personnes transgenres vulnérables. Donc, on le voit avec ces quelques exemples que la théorie queer et en fait l'existence même des personnes LGBTQ fait couler beaucoup d'encre et fait travailler les méninges de pas mal de monde et pas toujours pour le mieux. Et ce qui en ressort donc n'est pas toujours très édifiant. Donc justement, qu'est-ce que donc cette théorie du genre ou théorie queer? La théorie queer apparaît dans les années 90 dans des universités américaines. Elle émerge de réflexions dans des cercles d'études féministes et gays. Elle est également liée à l'activisme gay qui entoure la crise du VIH-Sida à l'époque. Le terme même de queer était à l'origine une insulte adressée aux homosexuels et plus généralement aux personnes considérées comme efféminées. Queer veut dire bizarre ou étrange. À la fin des années 80, des militants de New York autour de l'organisation Queer Nation vont commencer à revendiquer le terme et à lui donner un sens positif. Le terme vient désigner donc les personnes qui sont en dehors des normes sociales entourant l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Donc tout ce qui va de l'homosexualité, la bisexualité, le transgendérisme, l'intersexualité, l'asexualité, la non-binarité, le two-spirit, etc. En fait, on pourrait dire que la théorie queer, c'est pas vraiment une théorie, puisqu'elle n'est pas unifiée, cohérente, et elle mène souvent à des interprétations et des définitions différentes. Comme pour le postmodernisme, avec qui elle partage beaucoup de points, il est difficile de critiquer la théorie queer parce qu'on peut nous répondre « Ben moi, c'est pas comme ça que je comprends cette théorie-là, c'est une façon de l'interpréter parmi tant d'autres. » Donc, le caractère vague de la théorie queer et du postmodernisme vient les protéger de la critique. Mais justement, comme avec le postmodernisme, il existe des prémices philosophiques communes à toutes les tendances de la théorie queer. La base de la théorie queer, c'est que ce qui est perçu comme normal et naturel dans les pratiques et identités de sexe et de genre, ce sont en fait des constructions sociales reproduites et maintenues par des structures de pouvoir. Le sexe biologique, l'identité de genre et la sexualité ne seraient en réalité que des fictions culturelles maintenues artificiellement, et donc sans aucune base matérielle. L'hétéronormativité, par exemple, ne reposerait que sur la capacité du discours hétéronormatif à se maintenir hégémonique. L'existence de personnes et de pratiques en rupture avec les formes dominantes prouverait le caractère arbitraire et artificiel de ces normes. La théorie queer propose donc de révéler le caractère totalement fictif des identités dominantes, par exemple en parodiant le genre. Et justement, les pratiques de travestissement et les drag queens sont des exemples clés pour la théorie queer, car ces pratiques jouent avec les formes de l'identité et les normes sociales dominantes. La théorie queer veut avant tout changer le discours étant à la source des pratiques, selon eux. Le discours viendrait conditionner la réalité en reproduisant les fictions culturelles. Je vais vous citer ici un extrait d'un texte de l'académicienne Chris Wheaton qui explicite bien cette pensée. Le langage, loin de refléter une réalité sociétale donnée, constitue la réalité sociale. Ni la réalité sociétale, ni le monde naturel n'ont de signification fixe et inhérente qui sont reflétées ou exprimées par le langage. Le langage n'est pas l'expression et la dénomination du monde réel. Il n'y a pas de sens au-delà du langage. Donc ce type de pensée est vraiment caractéristique des théoriciens du genre et il se fonde sur l'idéalisme subjectif. Donc, contrairement au matérialisme dialectique qui comprend la pensée et le langage comme des développements, comme des sauts qualitatifs dans l'organisation de la matière, l'idéalisme subjectif nous dit que l'idée,
le mot, le langage est primaire et que la matière en dérive, ou tout simplement, parfois, que la matière n'existe pas. Donc, c'est une position très commode pour des universitaires qui sont payés pour analyser en détail les formes du discours et pour critiquer le langage, sans jamais vraiment s'attaquer concrètement au réel. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à une pensée aussi réductionniste? En fait, il faut retourner à la période qui a suivi les grands mouvements révolutionnaires des années 60 et 70. La gauche connaît alors une grande démoralisation suite à la trahison des partis sociaux-démocrates et des partis communistes, notamment après les événements de mai 68. Donc la perspective de la révolution, qui était hier une certitude pour beaucoup d'intellectuels, devenait le lendemain improbable, voire impossible. Ça s'explique par le fait que la gauche intellectuelle était constituée de petits bourgeois qui sont par nature très instables politiquement, qui avaient flirté avec la révolution en 1968, par exemple, et qui ont rapidement été découragés par l'échec des révolutions dans le monde. Donc la grande majorité d'entre eux, en particulier dans les milieux universitaires, ont été saisis par un sentiment de pessimisme, d'incertitude, de résignation. Et les différentes luttes, donc pour l'émancipation des femmes, des Noirs, des gays, des lesbiennes, des personnes trans, qui tendaient donc hier à être unies par un mouvement de masse centré sur la classe ouvrière, sur la contradiction capital-travail, ils sont devenus de petit à petit, sous le leadership de ces intellectuels petits bourgeois, des luttes dominées par les politiques identitaires. C'est ce que les sociologues ont appelé les nouveaux mouvements sociaux, donc des mouvements généralement déconnectés les uns des autres et surtout déconnectés de la perspective de la révolution socialiste. On peut penser notamment au mouvement féministe des années 80 et suivantes, qui va connaître une institutionnalisation. Par exemple, aujourd'hui au Québec, on a un ministère de la condition des femmes, qui va connaître aussi une académisation. Donc, on peut penser aux nombreux départements d'études féministes dans les universités. Ces processus vont aboutir à ne plus trop penser la lutte pour l'émancipation des femmes comme faisant partie de la lutte des classes, mais comme une lutte contre un patriarcat ayant toujours existé, voire comme une lutte opposant les femmes aux hommes. Et évidemment, la question qui émergea de cette nouvelle perspective fut la suivante. Mais comment définir ce qu'est une femme? En 1949, Simone de Beauvoir proposait dans le deuxième sexe de distinguer le sexe biologique et le genre socialement construit. Je vous la cite. « On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. » Donc je pense qu'on doit être d'accord avec ce qu'avance de Beauvoir ici. Elle s'attaque aux réactionnaires qui défendent le sexisme sur la base d'arguments biologiques, selon lesquels les femmes seraient naturellement inférieures. Mais en fait, une fois le sexe biologique complètement évacué de la définition de ce qu'est une femme, la porte était ouverte pour toutes sortes de propositions. Certaines vont décerner l'essence féminine dans la pratique de la sorcellerie, par exemple. D'autres vont penser que l'essence féminine a tout à voir avec le monde des émotions ou de la poésie. D'autres vont aller encore plus loin et considérer que seules les femmes lesbiennes respectent leur essence et peuvent véritablement lutter pour l'émancipation des femmes. Et à partir de là, on va connaître des luttes intestines du genre qui vont renforcer la descente dans les politiques identitaires. Puis aujourd'hui, on le voit bien dans les débats qui opposent les TERF, donc les Trans Exclusionary Radical Feminists, et les défenseurs de la théorie queer. Donc, ce qu'on observe à partir des années 70, c'est un éloignement par rapport aux positions matérialistes historiques qui avaient la volonté et qui pouvaient expliquer les racines de l'oppression. La chute de l'URSS et la soi-disant mort du marxisme, puisqu'on a aussi appelé la fin de l'histoire, tout ça va entraîner encore plus profondément la gauche dans le marasme intellectuel et politique. Et en même temps, les idées postmodernes vont gagner du terrain. On va rejeter les méta-récits, donc le méta-récit du communisme par exemple. On va rejeter les systèmes complexes, les processus généraux,
Et parfois, on va même nier l'existence de la réalité objective. Et puis, on se concentre alors à construire des petits récits subjectifs. Et le livre Gender Trouble, Trouble dans le genre de Judith Butler, qui est publié en 1990, est exemplaire de ces tendances subjectives et petites bourgeoises. Donc, Butler y rassemble les arguments principaux de la théorie queer. On part de l'individu dont l'identité est incertaine, contradictoire. On part donc d'un individu qui est pris dans une toile de relations de pouvoir et d'oppression. Donc, Butler vient repartir de la question « Qu'est-ce qu'une femme ?» Elle nous dit que le dualisme apporté par de Beauvoir entre sexe et genre ne tient pas. Butler dit que le sexe est une construction culturelle, tout autant que le genre. En fin de compte, les sexes biologiques n'existeraient même pas. Ils semblent exister, nous dit Butler, mais ce n'est que parce qu'ils sont performés au quotidien. Donc les corps humains ne sont ni mâles, ni femelles, ni autres. Ils sont de nature inconnue et ils ne peuvent exister indépendamment des idées qu'on se fait à leur sujet. En fait, pour Butler, même la science est simplement du discours, du langage. Ainsi donc, l'anatomie, la biologie, les sciences naturelles ne reposent que sur des conventions discursives. Leur objet de ces sciences n'existe pas en dehors du langage, il n'existe pas objectivement. Mais si les sexes n'existent pas, comment est-ce qu'on explique la reproduction sexuelle? Comment expliquer la reproduction historique de l'espèce humaine? Tant qu'à y être, comment expliquer la reproduction animale? Est-ce que ça serait par l'hégémonie hétéronormative chez les animaux? Je ne pense pas. Puis de ce côté, avec ces questions, c'est pas mal silence radio du côté de la théorie queer. Il faut donc en conclure que les sexes biologiques existent. Mais bien évidemment, les sexes biologiques n'expliquent pas tout. Les genres sont déterminants au niveau des comportements, des rôles sociaux. Dans notre société, par exemple, on tend à socialiser les femmes selon l'idée qu'elles sont des êtres émotionnels et irrationnels, et on socialise en retour les hommes selon l'idée qu'ils sont des êtres forts et insensibles. Et les genres ne font pas que remplir des fonctions biologiques, mais sont profondément ancrés dans la culture des sociétés. Faut-il pour autant penser que la culture n'est qu'arbitraire, qu'un phénomène accidentel? Non, en fait, la culture émerge des interactions entre les humains et la nature. Elle se constitue ensuite sur les fondements matériels des organisations humaines. Et les premières sociétés humaines, organisées pendant des millénaires selon les principes du communisme primitif, n'étaient pas fondées sur l'oppression des femmes. Il y avait par contre une certaine division du travail entre les sexes qui était fondée sur le fait que les femmes tombent enceintes et donnent naissance. Ce n'est qu'avec le développement des premières sociétés de classe, une fois qu'un surplus social pouvait être produit et une fois qu'on avait instauré la propriété privée, que la division sexuelle du travail s'est transformée en source d'oppression pour les femmes. C'est ce que Friedrich Engels appelle la grande défaite historique du sexe féminin. Donc, cette défaite est bien historique et non biologique, comme on le voit. Mais si en dernière instance l'oppression des femmes a un certain rapport avec le biologique, l'oppression n'est pas un fait de nature. L'oppression des femmes est donc ancrée dans la société de classe et ses formes vont varier selon les circonstances historiques. Le capitalisme a hérité de l'oppression des femmes et de la famille monogame et les a adaptées à ses propres besoins. Et aujourd'hui, le sexisme et l'institution de la famille sont des outils très utiles à la classe dirigeante. Ils permettent au travail de reproduction d'être assuré au sein de la famille. Ils permettent aussi de détruire la solidarité ouvrière sur des lignes de genre et d'orientation sexuelle, notamment avec l'homophobie et la transphobie. Il faut donc reconnaître d'emblée que les capitalistes ont un intérêt à maintenir ces formes d'oppression des femmes et des minorités sexuelles. Donc, il va sans dire que les rôles de genre et l'identité de genre varient aussi dans l'histoire. On n'a qu'à comparer le respect qu'on porte aux personnes two-spirit au sein de plusieurs cultures autochtones précolombiennes et l'oppression extrême que subissent les personnes trans ou homosexuelles dans la société victorienne britannique. Pour certains défenseurs de la théorie queer, en partant de cette malléabilité des rôles de genre dans l'histoire, on en conclut qu'il n'y a pas de sexe biologique derrière les formes culturelles particulières. Donc, l'idée que les sexes sont de pure construction culturelle
En fait, c'est renforcé par le fait que la science n'est pas exemple d'intérêt de classe et de préjugés. On le voit bien si on se rappelle que jusqu'en 1992, l'Organisation mondiale de la santé présentait l'homosexualité comme une maladie. Donc, la science est parfois rigide et abstraite. Si on définit le sexe seulement sur la base des chromosomes XX, femelles, ou XY, mâles, on se rend compte que ça n'épuise vraiment pas l'étendue du réel. Il existe des personnes avec des chromosomes XX ou XY qui ont des niveaux hormonaux atypiques et qui ne rentrent pas dans les catégories rigides. Évidemment, on pense aussi aux personnes transgenres qui ont des organes reproducteurs X, mais qui vont s'identifier comme Y. On pense également aux personnes intersexes. Donc, ces cas de figure très réels, quoi qu'en pensent les réactionnaires, montrent la zone grise qui n'est pas expliquée par une science abstraite et rigide, ou par ce que Engels appelait un matérialisme métaphysique. Et c'est précisément sur cette zone grise que se construit en réaction tout l'argumentaire de la théorie queer. Donc, d'un côté, on a les matérialistes vulgaires qui avancent qu'il n'y a que deux sexes qui viennent épuiser l'étendue du réel, et de l'autre, on a les idéalistes de la théorie queer qui répliquent qu'il n'y a aucun sexe puisqu'il n'y a aucune définition parfaite qui rende compte de toutes les formes que peut prendre le sexe. Donc, pour les marxistes dialecticiens qui essaient de jongler entre ces deux positions extrêmes, on va dire que les outils de la science et les concepts sont des approximations du réel. Ces outils sont en mesure de décrire certains aspects de la réalité objective. Et aucun phénomène ne coïncide parfaitement avec les catégories qu'on a créées pour comprendre ces phénomènes. Donc, on peut dire que les concepts universels de l'homme et de la femme, une fois dépouillés de leurs attributs accidentels et non essentiels, sont utiles à notre compréhension des individus hommes ou femmes en général. La théorie queer réplique en niant l'existence de patterns dans la nature. Donc, elle va partir des cas atypiques pour faire comme si les catégories générales n'existaient pas. En fait, pour la théorie queer, toute catégorisation, toute généralisation, c'est un acte violent, puisqu'on exclut en généralisant. Et en fait, si on va au bout de cette vision, on ne pourrait plus utiliser aucun mot, puisque par exemple, le mot table va exclure potentiellement les tables à trois pattes. Donc, au lieu de comprendre le rapport dialectique entre l'individuel et l'universel, la théorie queer renonce à l'universel d'un coup et élève l'individuel ou l'accidentel au rang de principe. Donc, les marxistes reconnaissent qu'il existe des sexes et que les sexes permettent la reproduction de l'espèce. Dans l'ensemble, une grande majorité d'humains peut se voir attribuer le sexe féminin ou masculin si on se fie à un nombre de facteurs biologiques. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des hommes et des femmes. Il y a aussi des personnes intersexes, des personnes transgenres qui ont une identité de genre qui ne correspond pas à leurs organes reproducteurs et des personnes non-binaires qui ne sont ni hommes ni femmes. L'identité d'une personne, en fait, ça relève d'une combinaison de facteurs biologiques, sociaux et psychologiques. Et la science n'explique pas encore dans quelle mesure quel facteur crée notre identité de genre. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire pour expliquer le genre, mais de tout rejeter la complexité du réel sous le couvert que ce ne serait que de la fiction culturelle, ben voilà ce qui serait pas mal ridicule. En fait, en décrivant l'identité comme un pur construit culturel, les défenseurs de la théorie queer ne peuvent pas expliquer pourquoi ils défendent le droit aux personnes transgenres d'avoir accès à des chirurgies de réassignation sexuelle ou à l'hormonothérapie. Du même coup, ils ne peuvent pas expliquer pourquoi ils appuient le droit des femmes à l'avortement, la gratuité des produits d'hygiène féminine ou l'accès à des traitements spécifiquement féminins comme la gynécologie. Au-delà de ces revendications qu'elle n'est pas capable de justifier théoriquement, la théorie queer frappe un autre mur quand on lui demande « mais comment lutter concrètement contre l'oppression ?» Les tenants de la théorie queer, dont Judith Butler, doivent beaucoup à Michel Foucault et à sa conception du pouvoir. Donc, qu'est-ce que le pouvoir selon Foucault? C'est une sorte de force omniprésente, omnipotente, mais en même temps indescriptible. Donc, tout le monde a du pouvoir et tout le monde résiste au pouvoir des autres. Et le pouvoir engendre la résistance qui réengendre le pouvoir en retour. Il semble donc que pour Foucault, cet état de fait est indépassable.
Le pouvoir ne repose pas sur l'existence de classe, par exemple, mais on dirait que ça repose sur l'existence d'individus tout simplement. Donc les prémices philosophiques de ce type de pensée vont conduire à des conclusions pratiques. En fait, les tenants de la théorie queer tendent à se retirer dans le champ de la culture et du langage. Il faut, nous disent-ils, des nouveaux mots, une nouvelle grammaire, une nouvelle éthique. Quand ils sont dans les propositions un peu plus pratiques, ils vont aller jusqu'à défendre des espaces culturels pour les personnes LGBTQ, des quotas dans les syndicats ou des quotas dans les conseils d'administration des entreprises. En fait, du côté de Butler, la seule proposition pratique qu'elle fait dans Gender Trouble, c'est celle de parodier les identités de genre pour dévoiler la soi-disant illusion du sexe. Donc, gros programme en perspective. La théorie queer propose, donc de par ses prémices mêmes, que chacun se retranche dans sa propre subjectivité. Puisque l'identité est individuelle et que chaque personne a son propre récit, la souffrance et l'oppression peuvent difficilement être partagées. Il est encore plus difficile de s'organiser puisqu'on ne saurait dire sur quelle base le faire. Donc les racines sociales et historiques de l'oppression sont complètement évacuées de l'équation. Je vous cite ici un passage de l'académicienne Patricia Hill Collins qui montre tout l'idéalisme subjectif qui est inhérent à l'intersectionnalité et la théorie queer. La matrice de domination générale abrite de multiples groupes, chacun faisant l'objet de handicaps ou de privilèges différents, donnant lieu à des points de vue partiels correspondants. Aucun groupe n'a un angle de vue clair. Aucun groupe ne possède la théorie ou la méthodologie qui lui permettrait de découvrir la vérité absolue. Donc, permettez-moi ici de spécifier que les marxistes critiquent la théorie queer, mais que nous défendons le droit à tous de s'identifier comme ils le veulent et d'exprimer leur identité de la manière qu'ils le veulent. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est quand on part des expériences personnelles des individus pour construire une théorie, pour l'élever au rang de principe philosophique qu'on va ensuite généraliser à l'ensemble de la société et de la nature. C'est ce que font les théoriciens queer quand ils présentent l'existence de personnes queer, transgenres ou non-binaires comme quelque chose de progressiste, voire de révolutionnaire en soi. Et en retour, en présentant les personnes binaires, donc la majorité de l'humanité, comme des réactionnaires ou des réactionnaires en puissance. En fait, quand ils vont jusque-là, les théoriciens queer ne font que contribuer à diviser la classe ouvrière en de petites entités différenciées, atomisées. Donc la science moderne permet aux gens de changer de sexe, puis cela, ça devrait être accessible à tous ceux et celles qui en ont besoin. Les gens doivent également pouvoir s'identifier et s'exprimer de la façon qu'ils le souhaitent. Néanmoins, présenter cela comme un moyen de changer la société mène à l'idée qui est très pratique pour la classe dirigeante que l'émancipation, c'est purement une question de choix personnel et de mode de vie. Nous devons en réalité surmonter nos différences et unifier la lutte contre le système capitaliste lui-même et la société de classe qui reproduisent l'oppression. Mais pour ce faire, il faut lutter au quotidien contre la discrimination dans nos rangs et en dehors, lutter contre toutes les formes d'oppression, participer à détruire au sein des luttes les préjugés homophobes, sexistes, transphobes. On prend souvent comme modèle de solidarité LGBTQ et ouvrière l'exemple des groupes Lesbian and Gays Support the Minors durant la grève des mineurs de 1984-85 en Angleterre contre le gouvernement de Margaret Thatcher. En fait, les groupes LGBTQ de l'époque collectaient des fonds et luttaient coude à coude avec les mineurs. Donc, c'est en vivant concrètement leur unité de classe avec leurs camarades LGBTQ que les mineurs et leurs familles, en retour, vont venir à abandonner leurs préjugés transphobes, homophobes. Donc, on le voit avec cet exemple-là, la solidarité et la lutte unie est notre meilleure arme dans la lutte contre l'oppression. Mais les préjugés et l'oppression des minorités LGBT et des femmes ne peuvent disparaître complètement au sein d'un système fondé sur l'oppression et tirant profit de l'oppression. En fait, seul le socialisme peut nous fournir la base matérielle nous permettant de nous émanciper de l'oppression. Quelles seront donc les nouvelles formes de sexualité et d'amour dans cette société socialiste? En fait, comme le dit Engels dans L'origine de la famille, et je terminerai avec cette citation, « Cela se décidera quand aura grandi une génération nouvelle, génération d'hommes qui, jamais de leur vie, n'auront été à même d'acheter par de l'argent
ou par d'autres moyens de puissance sociale l'abandon d'une femme. Génération de femmes qui jamais n'auront été à même de se donner un homme pour quelque autre motif que l'amour véritable, ou de se refuser à celui qu'elles aiment par crainte des suites économiques de cet abandon. Quand ces gens-là existeront, du diable qu'ils se soucieront de ce qu'on en pense aujourd'hui qu'ils devraient faire. Ils se forgeront à eux-mêmes leurs propres pratiques et créeront l'opinion publique adéquate selon laquelle ils jugeront le comportement de chacun. Un point, c'est tout. Merci d'avoir syntonisé notre balado. On espère que vous avez aimé cet épisode. La Riposte socialiste est une organisation révolutionnaire qui lutte pour la transformation socialiste de la société. Nous sommes la section canadienne de la tendance marxiste internationale. Nous cherchons activement à éduquer les travailleurs et la jeunesse aux idées authentiques du marxisme afin de lutter contre les attaques capitalistes et l'austérité et de mettre fin au capitalisme. Cependant, nous ne serons pas en mesure de le faire par nous-mêmes. Alors si vous êtes d'accord avec les idées qu'on défend, rejoignez-nous. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et YouTube. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site internet marxiste.qc.ca. Abonnez-vous à notre journal et aidez-nous à construire les forces du socialisme.